Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis Jean-Hugues Ambodo. Alors que le Sahel connaît une recomposition sécuritaire majeure, le Nigeria semble devenir un pivot stratégique. Après le retrait américain du Niger, Washington déploie des militaires à Abuja. Officiellement, l'opération a pour but d'apporter un soutien technique au Nigeria, partenaire de longue date des États-Unis d'Amérique, ce qui n'empêche cependant pas certains observateurs d'y voir une énième tentative de la part de Washington pour préserver son influence en Afrique de l'Ouest. De nombreuses questions se posent dès lors avec acuité. Est-ce une simple coopération technique ou un redéploiement stratégique pour conserver une influence sur les dynamiques en cours dans les pays de l'AES? Le Nigeria est-il dans ce contexte un acteur souverain ou un relais stratégique américain? Entre coopération, compétition et positionnement stratégique, quelle carte joue Washington en Afrique de l'Ouest? Mesdames, Messieurs, vous nous rejoignez à l'instant. C'est bien évidemment le grand débat africain. Nous avons sur ce plateau, j'allais dire, des panels de haut niveau avec nous pour analyser justement cette actualité concernant la coopération militaire entre le Nigeria et Washington. Nous recevons donc pour débattre de ces enjeux le professeur Gabila Nuban, expert en relations internationales et professeur agrégé à l'école d'économie de l'Université de Pretoria en Afrique du Sud. Professeur, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir et bonsoir à vous et aux chers panélistes et aux téléspectateurs. Et je suis très content de l'occasion que vous me donnez de participer à ce débat de ce soir. À vos côtés, professeur, dans cette séquence de réflexion, nous recevons également Boukari Ouedraogo. Boukari Ouedraogo, vous êtes analyste politique et membre de la société civile burkinabé. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à mon débatteur. Je salue également à toute l'équipe dirigeante de notre média panafricain et également à tous les téléspectateurs. Avec vous, cher monsieur, si bien sûr vous le permettez, avec votre permission, nous allons tout de suite entrer dans le vif de cette séquence de réflexion, ce déploiement d'un contingent militaire américain au Nigeria. Alors, la question qui se pose de prime abord est celle de savoir est-ce que cette présence au Nigeria est une simple coopération technique. En tout cas, c'est ce que les deux parties affirment de manière officielle. Professeur Gabila Nuban, est-ce que vous y croyez, vous? Bon, ce serait très difficile de ne pas voir ça comme une coopération technique, puisque le gouvernement nigérien a passé beaucoup des années, voire des décennies, à combattre contre les terroristes Boko Haram au nord du Nigeria. Et après, le temps passe et on observe qu'il n'y a pas une évident recul ou victoire contre ces terroristes. Je crois que même notre confrère du Burkinabé pourra même nous rendre faire état du fait que au niveau du Burkina Faso, ils ont au moins, avec l'arrivée du capitaine Touareg au pouvoir, fait une avancée contre le risque du terrorisme qu'ils avaient sur leur territoire. Mais le cas du Nigeria n'est pas le cas, malheureusement, n'étant pas, malgré le fait qu'ils sont un grand pays africain, ça fait plusieurs années, voire des décennies que nous voyons des excès, le kidnapping des élèves. Donc le cas du terrorisme Boko Haram au Nigeria, ça fait au moins 10 ans et plus que nous avons presque chaque année, plusieurs fois par an, des interventions ou des attaques terroristes dans des villages, dans des endroits un peu isolés. Donc, les faits sur le terrain nous amènent à nous positionner dans une situation très difficile d'argumenter contre le fait que c'est une coopération technique. Parce que le problème persiste. Et le problème persiste, et le problème a persisté sous plusieurs administrations américaines. Donc, depuis Barack Obama, premier Trump, Joe Biden, Trump, ça fait au moins 3, 4, 5 présidents américains qui ont
passé leur mandat pendant que nous avons ce problème du terrorisme au Nigeria. Donc, il y a un problème donc pour laquelle on peut dire qu'il y a une coopération technique militaire justifiable. Et ça serait très difficile de discuter ou d'argumenter le contraire. Mais nous savons que, en tant qu'un partenaire international et avec l'actuelle Maison-Blanche du deuxième mandat du président Trump, les interventions américaines ne sont pas faites à hasard. Donc, il est fort probable qu'avec cette coopération technique, il doit avoir d'autres motivations que nous restons à découvrir. Mais je crois que ça doit être une combinaison de deux. Parce que nous sommes conscients du fait qu'il y a plusieurs problèmes dans plusieurs endroits du monde. Pourquoi le Nigeria et pourquoi en ce moment? Et si nous regardons quelle est la disposition de cette administration du président Trump, il est bien fort probable qu'il y a d'autres raisons additionnelles à ce déploiement, puisque au-delà d'une coopération technique militaire. Alors, je vais me retourner tout de suite vers vous, Boukari Ouedraogo. On a bien entendu le professeur Gabila qui évoque justement le fait que cette coopération technique, elle est là, elle peut être justifiée, elle est même justifiable, mais que peut-être il pourrait y avoir d'autres intentions derrière cette coopération quand on sait que justement sous le mandat de Donald Trump, l'Amérique aujourd'hui est très imprévisible. Et justement, évoquer cela nous permet de questionner justement le timing de ce déploiement. Il a dit dans son intervention, ça fait plus de 10 ans que Boko Haram agit au Nigeria, mais on n'a pas vu de telles réactions. Récemment encore, les États-Unis ont bombardé des positions, dit-on, de Daesh. Alors, selon vous, cela ne peut-il pas être considéré aujourd'hui comme un déploiement, comme un redéploiement stratégique pour maintenir une certaine influence de l'Amérique dans la région, justement après le retrait du Niger, parce que ce timing-là aussi doit être certainement interrogé. Effectivement, je ne dirais pas le contraire de ce que le professeur vient de dire. Il faut essayer également de voir un peu l'historique, sinon euh, la source même du tourisme international. Voilà, avant même de rentrer dans le but du sujet, il faut le dire, le terrorisme euh, moderne au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec un objectif des Occidentaux, hein, de l'utiliser euh, pour essayer de contrer les Russes en cas d'invasion pendant la guerre froide qui les opposait euh, à l'URSS. Et donc, ils l'ont créé en tant qu'une armée secrète en essayant de convaincre, c'est-à-dire c'est les services de renseignement des différents pays concernés, c'est-à-dire les États-Unis et aussi anglais qui étaient à la tête et qui ont convaincu les Européens, les services de renseignement européens et aussi les autorités pour dire que des armées secrètes qui sont camouflées dans les pays et qui sont dans l'existence ils sont connus par quelques autorités. Voilà, et en cas où, au cas où face aux forces de l'URSS, si ils n'arrivent pas à tenir sur le terrain, voilà, ces armées-là vont être utilisées après avoir laissé le lieu, être utilisées par eux pour créer des sabotages au fur et à mesure afin de pouvoir prendre le dessus pour pouvoir reprendre le terrain. Voici une stratégie qu'ils ont mis en place qui n'est rien d'autre que la naissance du terrorisme moderne que nous connaissons aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, les Américains qui ont créé le terrorisme, après avoir blagué les Occidentaux bien installés, ils ont dit autrement parce que contre le communisme, une guerre directe n'a pas eu lieu. Voilà, si on a vu assez de guerres, une guerre directe n'a pas eu lieu. Et donc, ils ont quand même utilisé ces armées.
Donc, ils l'ont utilisé pour attaquer des gens, de faire du terrorisme dans plusieurs pays d'Europe, pour essayer de saboter et salir le nom du communisme en disant que ce sont des communistes. Voilà, puisqu'ils l'utilisaient même souvent, et de plus souvent, hein, voilà, contre eux-mêmes, les boss, c'est-à-dire ceux qui sont, qui sont dans le, comment on appelle, l'idéologie capitaliste, qui sont des politiciens qui veulent prendre le pouvoir dans un pays pendant les élections ou bien pendant les rassemblements. On vient les attaquer, hein, et puis on dit que non, que c'est nos ennemis qui les ont attaqués, juste dans le but de ternir l'image du communisme. Ils l'ont fait. Et les Italiens ne diront pas le contraire avec l'histoire des gladios qui n'est rien des armées secrètes. Et donc, si les Américains l'ont fait, après ils l'ont utilisé autrement un peu partout dans le monde, voilà, pour mener des guerres, souvent pour se servir de prétextes. Hein, ils ont formé des terroristes qu'ils utilisent dans d'autres coins du monde, voilà, pour créer la désolation, souvent même dans leur propre pays. Et puis, ils l'utilisent pour dire que non, ils indexent des groupes de personnes pour dire c'est eux, et donc, ils se donnent donc raison pour aller les attaquer, alors que ce qui se cache derrière, c'est la guerre de l'or, la guerre des ressources. Voici un peu comment les Américains ont créé le terrorisme et l'ont propagé un peu dans le monde. Et tous ceux qui font les recherches le savent. Et ils ne diront pas le contraire. Tous les grands terroristes, je ne dirais pas les petits terroristes qui sont à quelque part manipulés, qui ne connaissent même pas qui a révisé et qui est derrière le projet du terrorisme. Mais tous les grands terroristes ont été formés en Occident et utilisés par eux et sont toujours en contact avec les services de renseignement américains et britanniques. Et donc, au vu de ces réalités, et donc, nous dirons qu'il peut y avoir des accords prétendument pour des questions de lutte contre comment on appelle, le terrorisme, et donc qui peuvent être à la base donc de l'arrivée des Américains au Nigeria, mais en réalité, c'est une guerre d'influence qu'ils viennent pour mener. Ils s'en foutent pas mal de la vie des Nigériens, ils s'en foutent pas mal de la paix et de la sécurité dans le monde. Voici un peu ce que je peux dire sur cette question. Voilà, Boukari, on a bien entendu cette remise en contexte, mais je voudrais rester avec vous. Qu'êtes-vous donc en train de dire de manière claire? Peut-on affirmer aujourd'hui que, au-delà justement de cette coopération technique, peut-on affirmer de manière claire qu'il y aurait un agenda caché? Est-ce qu'on peut penser que justement, avec ce mode opératoire que vous venez de décrire de la part justement des États-Unis, qu'aujourd'hui on soit en présence d'un État qui décide, voilà, de venir continuer alors profiter enfin de ce qu'ils ont créé depuis bien longtemps? Oui, il faut le dire clairement, voilà, et les Américains qui sont arrivés au Nigeria avec un prétexte de lutter contre l'insécurité, il faut d'abord évaluer un peu comment Donald Trump, la communication de Donald Trump, qui est le président américain aujourd'hui, en dit long. Parce que avant même quelques mois avant l'opération, sinon la frappe américaine au Nigeria, je pense que c'était en décembre 2025. Et donc, avant cette intervention, Trump a fait assez de communication sur la question. Il y a bien d'autres autorités américaines qui ont également communiqué dans ce sens. Mais qu'est-ce qui se disait? Trump nous faisait comprendre qu'il y a des chrétiens. Il a précisé qu'il y a des chrétiens qui sont menacés au Nigeria. Et donc, pour lui, l'État, le gouvernement nigérien est incapable de protéger ces chrétiens. Cette communication même à elle seule est très dangereuse et exclusive. Et cherchait donc à créer un climat favorable à une mission donnée ou encore à un objectif bien défini
que lui seul sait. Mais dans notre analyse, nous pensons que cette façon de communiquer, c'est parce que non seulement il sait que les populations occidentales et surtout américaines sont assez christianisées et donc il voulait d'abord avoir leur adhésion. Et donc ils cherchent à faire comprendre. Ils ont fait assez de communication et pendant plusieurs mois d'abord, cherchent à convaincre les Américains qu'il y a une situation d'urgence quelque part dans le monde que les États-Unis en tant que garant de la sécurité, voilà, maintenant on ne sait même plus si c'est l'Amérique qui est l'ONU ou bien c'est l'ONU qui est l'Amérique parce que l'ONU qui est créée dans le but de garantir la paix et la sécurité dans le monde, on voit que c'est les États-Unis qui font ce travail et chose qu'ils le font, voilà, pour eux-mêmes, voilà, pour leurs intérêts, au détriment même de la paix et la sécurité dans le monde. Donc, Donald Trump communique dans ce sens pendant plusieurs mois et après maintenant, on se lève un matin, on voit une frappe prétendument, une frappe contre des forces de Daesh, comme ils l'ont dit, donc un groupe terroriste, et après des déploiements d'armées américaines sur le sol nigérien. Et donc cela vient dire tout simplement que Trump n'est pas en train de poser des qui est à isoler, sinon des actes différents, voilà que les autres dirigeants américains ont fait dans le passé. Et depuis la nuit des temps, les Américains, ils mènent des opérations un peu, chaque jour, ils sont en train de mener des opérations un peu partout dans le monde. Et le nom que ces opérations apporté, c'est comment l'humanisme, c'est pour la paix, c'est pour sauver, comment on appelle, la démocratie et tout, et toujours dans ce contexte avec ces mots, mais en réalité, c'est pour la défense de leur intérêt à eux, c'est la guerre des richesses, c'est la guerre de l'influence, c'est la guerre pour pouvoir contrer, comment on appelle, l'influence de telle ou telle puissances qui sont bien connues aujourd'hui, qui sont la Russie, la Chine et bien d'autres gens, les pays du bloc de l'Est aujourd'hui qui sont en train de former aussi le BRICS. Et donc, c'est un peu ça la vraie raison. Et la venue des Américains au Nigeria, à côté de l'AES qui a su sasser les Français et qui est en train qui a mieux résisté pendant maintenant 3 ans, hein, il faut le dire parce que au moins Boyke est là, ça fait déjà plus de 3 ans. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré est là, ça fait déjà 3 ans. C'est Tchani qui n'a pas ces 3 ans. Mais tout ça combiné, on voit des pays africains qui sont en train de résister, hein, qui ont renvoyé d'abord la France qui se croyait maître du terrain, mais qui arrivent aussi à lui faire face. Et donc, je pense que c'est pour cela que les Américains sont en train de venir parce qu'on sait que dans l'ombre, les gars traitent ensemble. Lorsque la France gagne, quelque part, les Américains gagnent. Et lorsque la France est en train de perdre, on est convaincu que les Français ne peuvent plus, il faut venir sauver la situation et c'est pour cela qu'ils sont là. Je reviens vers vous, professeur Gabi Lanuban. On a voilà, cette intervention de Boukari Ouedraogo, c'est qui confirme le fait que oui, la coopération technique, elle est justifiable, mais que quand même, il y a plus à parier sur un agenda caché de la part de Washington dans sa démarche avec le Nigeria. Les nations et les puissances mondiales poursuivent très souvent des objectifs multiples dans des interventions de ces natures. Il est bien vrai que la justification pour être ouverte au niveau du droit international peut être pour des raisons humanitaires, pour des raisons d'intervention, lutte contre le terrorisme, pour des raisons de coopération militaire technique et pour des raisons justifiables qui sont légales et sous couvert du droit international. Mais il est aussi vrai que dans la poursuite des intérêts stratégiques des nations, ils ont toujours plusieurs objectifs. Et je crois que dans cette situation, on ne peut pas ne pas prendre ça en compte. Le fait que cette administration a fait des avances vers
des pays de l'AES et c'est une annonce qu'ils ont fait récemment. Ils ont envoyé un envoyé spécial visiter les différents, je crois, pays de l'AES pour exprimer leur désir et leur intention de bâtir des relations sur des nouvelles bases. Bon, c'est trop tôt pour tirer des conclusions sur quels sont les objectifs. Et il est aussi vrai que dans la diplomatie internationale, surtout dans l'ère du président Trump, la diplomatie s'effectue sur plusieurs volets. Donc, il est fort probable, et je crois qu'il y a certaines analyses africaines qui soupçonnent que tel pourrait être le cas, que l'augmentation de la présence militaire américaine au nord du Nigeria, c'est un message voilé envoyé vers les dirigeants de l'AES pour les faire comprendre qu'écoute, nous sommes à côté et nous avons des capacités de frappe à côté. Et ça aussi, ça fait partie de la négociation. Et je ne veux pas, nous n'avons pas à l'heure actuelle les éléments forts pas pour pouvoir défendre cette thèse-là, mais ça n'est pas exclu. Surtout si nous voyons le mode de fonctionnement de cette administration du président Trump, c'est sa manière de négocier. Il dit que c'est une puissance, l'influence américaine, la diplomatie par la force. C'est déjà où il fait un déploiement militaire qui se dirige vers toi pendant qu'il est en train de négocier pour avoir du dessus sur ça. Donc ça pourrait être le cas, même si dans ce contexte, il est très tôt pour déterminer ça, mais les observateurs africains panafricanistes sont concernés par un certain soupçon de l'intérêt américain au Nigeria qui était jusque-là plus ou moins une bastion français avec des compagnies pétrolières. Et le fait que les États-Unis n'ont pas vraiment intervenu dans cette région avec ce niveau d'intensité avant cette intervention du président Trump. Donc, c'est un nouveau élément qui entre dans le contexte des réalités de cette région. Et on reste à voir quelle est la vraie motivation. On ne peut pas nier le fait qu'il y a plusieurs objectifs. On ne peut pas nier le fait qu'ils sont en train de faire un rapprochement vers les pays de l'AES. Leurs intentions n'est pas encore très claires parce que le président Trump ne s'est pas encore déclaré comme il fait souvent ailleurs. Il n'est pas très clair sur ce que cette administration veut de l'Afrique ou de cette région de l'Afrique. Nous savons que c'est une administration qui démontre une certaine soif de ressources minières et des ressources stratégiques venant des différents points du monde. Et ça n'est pas exclu. On ne peut pas exclure ça. Les pays de l'AES, surtout le Niger, a eu une certaine tragédie, disons, les derniers 3 ans. Et le terrain est vierge, comme on peut dire. Le terrain est vierge, les coopérations et les entretiens avec les anciens occidentaux, les Français, ayant mis fin à cela, l'espace a été aménagé pour forger de nouvelles coopérations. Est-ce que ça serait de la même nature que le Niger a eu avec les compagnies françaises? Ne reste qu'à voir. Mais je crois que le président Trump a démontré son côté d'homme d'affaires dans sa manière de se conduire en diplomatie pour poursuivre la diplomatie américaine avec l'intention d'établir des liens commerciaux et de faire rapatrier un certain montant, un certain somme d'argent au Trésor américain, qui est son objectif en tant que président, et ça vient dans ses responsabilités. Donc, il doit avoir une côté commercial, il y a un intérêt des affaires. Est-ce que ça serait des affaires du matière gagnant-gagnant? Ça reste à voir. Le troisième, le dernier volet que j'aimerais peut-être aborder, c'est l'évolution au niveau un peu plus mondial géostratégique. Je parle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la disposition que les Occidentaux, surtout les Européens, ont pris vis-à-vis des initiatives américaines. Donc, nous savons, comme notre confrère vient d'en parler, il y a le facteur russe
dans des anciens bastions français au niveau de l'Afrique de l'Ouest, à l'AES. Et le fait que, si on observe un peu critiquement, président Macron, la France n'a pas pris une position très favorable aux dispositions du président Trump des États-Unis. Que ce soit dans des échanges commerciaux avec les tarifs qu'il met sur des produits, que ce soit dans le cas du récent avec le Greenland, que ce soit dans même la résolution du conflit russo-ukrainien, les Européens, surtout la France, ont toujours voulu avancer une politique européenne qui très souvent n'est pas aligné aux intentions exprimées des Américains. Donc, je suis en train de dire que très souvent, le président Trump prend une démarche pour faire des propositions de résolution pour résoudre ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et très souvent, le président Macron entreprend d'autres démarches pour conserver les intérêts des Européens, surtout français, allemands et britanniques dans ce risque. Donc, pour la première fois dans une très longue expérience de l'histoire mondiale, les Européens et les Américains ont des désagréments publics dont on ne se tombe pas d'accord sur un certain nombre de points et le désagrément pas au niveau où c'est perceptible pour tout le monde qui observe, qui ne sont pas d'accord sur un certain nombre de points. Donc, je suis en train de voir ça comme une des possibles explications de la présence américaine. Donc, si nous ne sommes pas d'accord, si nous sommes nous sommes pas d'accord sur ce qu'on doit faire sur Greenland, nous faisons une intervention au Venezuela et vous sortez, nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Si nous ne sommes pas d'accord vous n'êtes pas d'accord sur mes propositions pour résoudre la situation entre la Russie et l'Ukraine. Bon, voilà un peu si on ne peut pas aussi nous mêler dans vos affaires en Afrique, comme vous avez entamé une relation un peu conflictuelle avec nous. Donc, on va essayer d'occuper l'espace que vous avez vidé au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et donc, je me dis que ça, c'est pas exclu. C'est pas exclu le fait que les Américains et les Français disent que, écoute, nos amis français ne sont pas comme des différents régimes. Hein. Ils ont démontré à plusieurs reprises une hostilité ouverte envers nos politiques globales. Donc, pourquoi ne pas aussi nous mêler dans des bastions qui étaient jusque-là des préservatoires de l'influence française. Donc, il y a cette volet que je crois peut être aussi une explication pour dire que, écoute, le terrain est libre, les pays de l'AES, il y a des nouveaux dirigeants, ils sont en train de forger de nouveaux partenariats commerciaux. Pourquoi pas? Nous avons aussi des intérêts. Donc, je crois que ça, c'est aussi un aspect à ne pas négliger. Je reviens vers vous, Boukari Ouedraogo. Est-ce que vous pensez que, avec l'apport de Washington, la menace de Boko Haram pourrait être, on va dire quoi? On va dire endiguée du côté voilà, du Nigeria, quand on sait que de mémoire d'homme, dans la majorité des cas, là où Washington a intervenu, ce qui est resté après, hein, c'est le chaos. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont des faits. Alors, à cette question, il faut dire que la réponse, c'est non. Voilà, c'est non, puisque les Américains, tout le monde connaît les objectifs, tout le monde sait le lien qu'ils ont. Bon, que ce soit le groupe rebelle, que ce soit le groupe terroriste ou bien d'autres, quels que soient les noms qu'on leur attribue, puisque souvent même c'est eux qui se battent, c'est-à-dire les pays occidentaux, voilà, pour leur trouver un nom qui leur convient le plus. C'est ce qu'ils ont essayé même de faire au Burkina Faso ici. Ils ont appelé ceux qui nous attaquent des djihadistes. Et après, on voit que la question même du djihadisme est liée à un objectif donné
voilà, par ceux qui ont rédigé le projet du terrorisme et qui ont planifié la stratégie de déstabilisation des pays du Sahel et qui ciblait également à travers le Sahel toute l'Afrique en partant de l'Afrique de l'Ouest en attaquant d'abord le Sahel, des stratégiques. Et donc, avons constaté à un moment donné qu'ils avaient commencé à leur donner d'autres noms, qui n'est plus le nom djihadiste, parce que le projet qui est lié au nom était en train d'expirer. Il faut leur donner un autre nom. C'est que nos autorités, Dieu merci, ça a trouvé que les autorités aussi qu'ils avaient en face sont des gens qui ont compris et qui sont en train de corriger les choses. Donc, on les a tout de suite là corrigés. Et donc, que ce soit les diplomates qui venaient au Burkina Faso, que ce soit les organisations non gouvernementales qui sont sur notre territoire, on les a tous fait des reproches pour ça et d'autres même ont été par moments sanctionnés parce qu'ils avaient commencé à appeler les terroristes, que nous appelons des terroristes, des groupes armés non gouvernementaux. Vous voyez que le côté vulgaire, ce vilain nom qu'on les a collés en les appelant terroristes, ils sont en train d'enlever ça pour dire qu'ils sont tout simplement des groupes armés non gouvernementaux. Du coup, c'est une façon de légitimer. Donc, quand on va essayer de regarder un peu les agissements des Occidentaux de façon globale, avant même de distinguer les Américains qui ne se distinguent pas forcément en matière de défense des intérêts, plan international d'influence. Et donc, partout où la France, l'influence française continue de croître, je ne pense pas que les Américains ont déjà fait, en tout cas, une sortie où ils sont en train de montrer que les intérêts sont menacés. Et donc, à quelque part, ils ont des accords qu'eux seuls savent, voilà, et qui se protègent et qui se permettent entre eux de partager des intérêts. Et donc, vous allez voir également tout récemment, malgré que la Libye est restée divisée, il y a eu un accord que nous avons vu les médias, plusieurs médias qui ont, surtout les médias occidentaux, qui ont publié, voilà, pour nous faire savoir qu'il y a un accord qui a été signé entre la France, les États-Unis et le gouvernement d'union nationale avec des affaires étrangères de la Libye. Et donc, ça veut dire quoi? C'est des gens qui travaillent ensemble. Et donc, eux, ils s'entendent quand ça est dans la main de ces gars-là et de leurs partenaires, voilà. Ils savent comment ils vont s'arranger. Là, il n'y a pas de problème. Nous qui sommes, en tout cas, hors de leur système, voilà, ils ne vont pas nous, en tout cas, bombarder avec des déclarations, des préparations de guerre et bien d'autres. Mais lorsque ça commence à échapper, c'est ce qui se passe également au Sahel aujourd'hui. Il y a les risques qui sont là, c'est une réalité parce que nous étions conscients depuis longtemps que pour pouvoir échapper la domination occidentale, c'est que certains n'ont pas encore compris, la domination occidentale, nous n'avons pas encore les moyens qui peuvent nous permettre de résister, voilà, à leurs tentatives de déstabilisation, à leurs manœuvres qui sont en place pour pouvoir revenir. Et donc, il fallait forcément trouver d'autres partenaires encore plus stratégiques qui ont les capacités stratégiques, les moyens de renseignement et tout ce qui pour pouvoir au moins essayer de les contrer, de déjouer. Ce qui se fait dans les IS, on est en train de parler, mais les moyens que nous avons en place pour pouvoir contrer les tentatives, c'est le renseignement d'abord qui est le nerf même de la guerre, au-delà de la communication, qu'on dit que celui qui gagne la communication gagne la guerre. Il y a le renseignement en bas qu'on ne voit pas, mais qui fait beaucoup. Et lorsqu'on perd la capacité du renseignement, lorsqu'on échoue à ce niveau, on perd aussi sur le terrain. Et ces hommes, quelles que soient les armes qu'ils tiennent, ils seront pris en otage parce qu'ils vont perdre toutes les stratégies de l'ennemi. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide du numérique. Aujourd'hui, la guerre, ça ne se fait pas forcément avec les chars que vous voyez, avec les avions qui volent, qui frappent. Non, c'est comment on appelle le renseignement qui se base beaucoup sur la technologie.
Et donc, nous n'avons pas cette capacité. Il faut le rappeler également. Les Français étaient ici, là. Les Burkinabés n'ont jamais, même autant des pouvoirs, nous disons ça, hein, nous disons ouvertement les pouvoirs néocoloniaux, qui étaient là et qui prenaient les ordres à Paris. Même à leur période, à leur temps, le Burkina Faso n'a jamais demandé aux Français de venir combattre qui que ce soit à sa place. Et même, c'est pareil aussi au Mali. On les a demandé de nous aider en matière de renseignement. Parce que nous savons que nous, c'est nous qu'une seule femme peut faire 12 en, en moyenne. Mais en France, vous avez deux personnes qui se sont unies et qui ont à eux deux un enfant avec un chat ou bien un chien à la maison. S'ils ont trop, c'est deux enfants. Nous, on ne va pas faire, en tout cas, être aussi méchants envers eux pour les demander d'envoyer les enfants pour venir se battre pour nous. Mais au moins, le renseignement, ils ont, comme on appelle, la technologie qu'ils pouvaient nous aider avec. C'est ce que tous ces pays-là avaient demandé, ce que la France n'a pas fait parce qu'il y avait un projet d'occupation de notre territoire qui était là. Il faut être sur place pour pouvoir être en contact avec ceux-là qu'on est en train de préparer pour pouvoir prendre le terrain. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont négligé la question du renseignement. Ils viennent, ils sont en contact avec nos ennemis. Ils donnent le renseignement aux ennemis pour nous frapper. Donc, bref, pour revenir donc sur la question des Américains, il faut dire que les Américains, ils sont là, bon, puisqu'ils ne peuvent pas faire le contraire de leurs objectifs. Donc, ces pompiers pyromanes, ils créent, c'est eux-mêmes qui travaillent, ils forment les individus qui vont vous déstabiliser, on les envoie sur le terrain, ils commencent à mener des actions, on dit que bon, si on ne descend pas là-bas, il y a un problème. C'est ce que Donald bien fait. Il a fait plusieurs mois en train de communiquer pour dire que ça ne va pas au Nigeria. Et donc, il fallait il fallait convaincre d'abord. Puisque s'ils ne le disaient pas, les Américains, même aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe, il y a des marches, il y a des manifestations un peu partout. Parce que dès qu'il y a une situation qu'ils ne comprennent pas, ils sont tentés de se lever, de commencer à s'opposer. Et donc, les Américains l'ont très bien compris. Ils communiquent d'abord pour avoir l'adhésion, pour pouvoir faire passer un message auprès de leur population. Une fois qu'ils sentent que le message est passé, ils passent à l'acte. Et donc, la communication qu'ils vont faire avec la réalité du terrain, c'est toujours différent. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils sont venus sous prétexte de faire la sécurité d'une mission humanitaire et bien d'autres, mais sont venus pour l'exploitation de l'or. Et nous savons également qu'aujourd'hui, les Américains ont les intérêts qui sont un peu menacés un peu partout dans le monde, que ce soit, vous avez vu l'agression. Nous disons que c'est une attaque qui ne se distingue pas des attaques terroristes qui se passent un peu partout dans le monde, que les Américains ont fait au Venezuela et personne ne peut nous dire le contraire. Et donc, s'ils ont mené cette opération, c'est parce qu'ils sont à la recherche de l'or, du diamant et surtout du pétrole. Voilà, et bien d'autres ressources. Et donc, c'est la même raison. Au Nigeria, c'est le cas. Le Nigeria aussi a du pétrole. Et même le Niger, le pays du Sahel, on parle de l'uranium et bien d'autres ressources qui sont là. Et donc, les Américains, lorsqu'on commence à avoir des difficultés d'avoir ça avec beaucoup plus de facilité ailleurs, il faut aller aussi chercher sur d'autres terrains pour pouvoir préserver, pour pouvoir au moins compléter le manque qu'on a de l'autre côté. Donc, c'est un peu ça qui les amène. Et quand vous voyez, par exemple, pour finir, comment on appelle, l'envoyé comment on appelle, des États-Unis qui est venu sous prétexte de diplomate pour échanger avec les dirigeants, surtout au Mali, où il a dit qu'ils sont venus, voilà, et dans il fait croire qu'ils sont devenus d'autres personnes et l'Amérique a changé de comportement. Donc, on est en train de se distinguer du pouvoir de Biden. Et donc, nous sommes venus pour corriger les erreurs que Biden. Mais qu'est-ce que Biden a fait et que Donald Trump n'a pas fait encore depuis qu'il peut venir nous présenter? C'est pas au lendemain d'aller, comme on appelle, quelques semaines d'une opération où vous êtes parti kidnapper un dirigeant, que vous allez venir nous dire que vous avez changé de comportement. C'est pas au moment où vous avez l'un des plus grands navires au monde, navire de guerre, qui est en face, qui en tout cas est à la porte de l'Iran pour aller l'agresser, qui est en train de mesurer la capacité de résistance, oui.
Oui, Boukari, nous allons essayer de rééquilibrer hein, le plateau. On va revenir vers vous. Le temps de permettre Oui, au professeur Gabila de réagir, bien sûr, à votre intervention, professeur. Bon, j'essaye je comprends complètement la réaction de d'autres confrères et ça reflète beaucoup à, à- à l'heure actuelle le sentiment de la communauté panafricaniste africaine. Cette fait d'être les victimes des grands jeux politiques des puissances occidentaux et le fait que nos pays, nos gouvernements, nos populations en sont victimes de cela. Euh, Personnellement, j'espère et je milite et même dans mes projets de recherche, je milite pour que les Africains euh, aillent au-delà de cette cette conscience du fait que l'Afrique est largement en train d'être exploitée pour commencer à mettre sur pied et à préparer l'Afrique du demain, l'Afrique, l'avenir de nos enfants. Le monde, si on voit l'évolution des civilisations des différentes parties du monde, le monde a toujours vécu avec l'hégémonie des puissances mondiales. Et ces puissances mondiales ont toujours exercé de l'influence au-delà, au-dessus des pays faibles, entre guillemets. Faible, j'utilise ça avec beaucoup d'attention pour ne pas indiquer la faiblesse parce que en tant qu'Africains, nous sommes très forts. Je suis en train là de dire que si nous étudions l'histoire et l'évolution des espérances des différents pays mondiaux, c'est que nous sommes en train de vivre avec l'exploitation occidentale en Afrique a toujours été le cas. Que ce soit dans le contexte de l'Empire britannique, que ce soit dans le contexte de l'Empire qui est aujourd'hui la Turquie, que ce soit dans le cas de l'Empire, l'influence du Japon sur la Chine, que ce soit le cas de l'influence chinoise dans la région, tel a toujours été le cas, que des pays plus forts, des puissances mondiales exploitent les pays qui sont en voie de développement, pour être très poli. Donc, pour dire que c'est un fait historique ne veut pas dire que c'est correct, c'est acceptable. Mais je suis en train de pousser les Africains à commencer à s'apprêter à prendre l'avantage qu'ils ont démographiquement, le fait que nous avons des milliers et des milliers de personnes qui sont jeunes, des milliers de personnes, des milliers et des milliers de personnes qui sont dans une tranche d'âge moyenne, euh, pour dire que l'Afrique, l'avenir appartient à l'Afrique et l'avenir peut appartenir à l'Afrique. Si nous faisons à l'heure actuelle ce que nous devons faire pour nous rassurer que nous allons conquérir l'avenir et ne pas être toujours ceux qui sont exploités. Les Occidentaux sont en train de nous exploiter, ça c'est évident. Mais nous avons la possibilité d'investir sur nos peuples, les éduquer, prendre soin de notre peuple pour les préparer à prendre l'avenir. Je suis en train de dire que la responsabilité que les pays africains, les gouvernements africains ont, malgré le fait que nous sommes en train d'être exploités, c'est d'abord d'utiliser le peu qui reste, pour développer la capacité de nos populations, investir dans l'éducation de nos populations, investir dans la connaissance de nos populations, investir dans la santé, investir dans l'eau, l'électricité, investir dans les infrastructures, investir dans les éléments qui sont à notre portée de faire. Parce que ça n'a pas de sens pour nous. Regardez un pays comme le Nigeria. Nous sommes en train de parler d'une situation sécuritaire. La situation sécuritaire prévoit, à cause du niveau de pauvreté qu'il y a
dans des régions du nord du Nigeria, dans les régions qui sont proximatives du Sahel. Et nous sommes en train là de trouver une situation au Nigeria qui est pareille dans plusieurs pays africains. Regardez le nord du Cameroun. Le nord du Cameroun, les populations sont en train de se disputer des points d'eau avec des bétails. Pendant que nous avons à notre niveau des responsables gouvernementaux qui vivent carrément comme des royautés. Nous ne pouvons pas avoir des pays africains avec des dirigeants politiques qui ont plusieurs comptes bancaires à l'étranger, qui roulent dans les grosses cylindrées que nous ne fabriquons pas chez nous, qui existent avec une certaine opulence, qui ne reflètent pas la réalité de l'Africain moyen, qui se soignent à l'étranger, qui envoient leurs enfants en congé en France, aux Côtes d'Azur, avec l'argent qui travaille du contribuable. Ce n'est pas cette génération d'Africains qui peut se donner le droit de se plaindre de l'exploitation occidentale. Ça veut dire que nos priorités ne sont pas alignées. Si l'Africain ne s'aime pas, si nous ne nous positionnons pas pour prendre soin des nôtres, l'Afrique sera toujours exploitée par ceux qui viennent d'ailleurs. Parce que les gens qui viennent nous exploiter, ils passent très souvent par la voie de nos propres frères dirigeants africains qui tasent, qui établissent des relations avec ce genre. Donc, je suis en train de ne pas nier la thèse que notre confrère est en train d'avancer, le fait que nous sommes dans une situation où nous sommes extrêmement exploités. Je suis en train d'appeler à la responsabilité et aux consciences africaines pour prendre d'abord soin de son frère. Si j'ai un seul bout de pain, je partage d'abord avec mon frère pour qu'il me rassure qu'il n'a pas faim, il peut pouvoir étudier pour s'améliorer et que ce soit cette solidarité qui va nous amener à combattre contre l'exploitation. Si l'Africain ne développe pas cet amour pour son prochain, amour pour son peuple, il faut regarder comment les dirigeants nigériens vivent au Nigeria, mais ce sont des superstars. Ce sont les superstars qui font des achats en dollars. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ce genre de situation sécuritaire. Donc, je crois qu'il faut, et je ne suis pas en train de nier le volet d'exploitation occidentale. Je suis en train de dire que le conscience africain, il faut que le conscience panafricaniste commence à se tourner et à tourner leur attention vers nos frères, vers les Africains, pour dire que le peu que nous reste, prenons soin de nos populations. Quand cette population va se tenir debout, n'étant pas dans la pauvreté, dans la misère, dans le manque, nous allons constituer une plus grande force pour pouvoir lutter contre l'exploitation occidentale. C'est ce que je suis en train de dire dans quelques mots. D'accord. Nous allons, cher monsieur, aller conclure comme ça cette séquence de réflexion. Je vais commencer par vous, Boukari Ouedraogo. Vous avez suivi l'intervention du professeur Gabila Nuban. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la mobilisation populaire, en tout cas des Africains, est nécessaire, en tout cas, pour contrer ce qui est considéré aujourd'hui comme un agenda caché de la part des États-Unis, lorsqu'ils passent notamment par cette coopération dite militaire et technique au Nigeria, quand on sait que, justement, ce pays partage de longs kilomètres de frontières avec le Niger, qui est l'un des pays de l'AES. Est-ce que la mobilisation populaire est nécessaire aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'une mobilisation populaire est même d'ailleurs possible du côté du Nigeria? Alors, avant de répondre à cette question, ce que je voulais ajouter même avant de terminer, que je n'ai pas pu terminer lorsque vous m'avez interrompu, c'était de rappeler même qu'il y a récemment, je pense que c'était le 4 de ce mois, le 4 février, il y a eu une attaque pour justifier le fait que l'arrivée des États-Unis, c'est juste pour intensifier les attaques terroristes pour pouvoir justifier leur présence à long terme. Et donc, il y a eu une attaque qui a coûté la vie à environ 162 à 170 personnes au Nigeria.
Et donc, et pour revenir maintenant sur la question concernant, donc pour dire que les Américains ainsi que les Occidentaux, quand ils viennent, il faut créer le chaos. Donc, pour justifier son arrivée. Et donc, tous les médias occidentaux vont publier ça pour que tout le monde sache que si les Américains ne viennent pas, le Nigeria va disparaître. Pour répondre maintenant à la question que vous venez de me poser, je vais répondre d'abord en disant oui, la mobilisation populaire est nécessaire et également je dirais que la mobilisation aussi est possible au Nigeria. Pourquoi je le dis? Parce que je fais partie au Burkina Faso de ceux-là qui ont longtemps milité pour que l'armée française puisse quitter notre territoire. Et ceux-là même qui ont milité depuis longtemps, et notre mobilisation, notre engagement date d'abord de 2018 avec, comment on appelle, l'urgence panafricaniste. Après ça, nous avons créé des mouvements qui ont continuellement dénoncé la présence de l'armée française lorsque nous avons commencé à comprendre le double jeu de la France contre nos soldats et en faveur des terroristes qui tuent non seulement les militaires qui sont en train de nous défendre, nous, et également nos populations qui sont dans les zones un peu reculées. Et donc, nous avons commencé à les dénoncer et les agissements comment on appelle, des représentants comme l'ambassadeur de la France qui s'appelait à l'époque Luc Halad, qui se comportait comme le propriétaire de Ouagadougou, qui était même, pour ceux qui sont intelligents, qui savent lire entre les lignes, qui était plus puissant que le président Roch Christian Kaboré. Malheureusement, c'est ça la vérité. Et nous avons commencé à nous parce qu'il y a certains sorts, il s'adresse à nous, c'est que aucun Burkinabé ne peut aller en France et puis s'adresser aux Burkinabés de cette façon. Et aussi, même le président Roch Christian Kaboré, à l'époque, il avait un peu de retenue parce qu'il connaissait un peu qui sont les Burkinabés. Et donc, nous avons dénoncé cela jusqu'à ce que. Donc, il faut dire que ce sont les. Quand Damiba aussi a pris le pouvoir, les gens ont essayé de le soutenir, il y a eu la mobilisation populaire et après, on a vu sa ligne politique. Les gens ont commencé encore à dénoncer, à l'avertir. Et l'un des éléments les plus, comment on appelle, populaires, l'acte qui est un peu plus répandu que tout le monde connaît, c'est la sortie où il a dit que si on voulait lui dicter comment il va diriger le pays, que c'est mieux que nous fassions notre propre coup d'État et de diriger le pays comme on veut. C'est parce que Damiba, à chaque fois qu'il rentrait en contact avec la société civile, avec les forces vives de la nation, on lui demandait de rompre avec les Occidentaux et de tisser de nouveaux partenariats un peu plus stratégiques avec des pays sérieux qui vont nous aider à lutter contre le terrorisme. Et là, à un moment, quand le fait que ça se répétait, il était un peu agacé et il a fait sortir le mot publiquement, et ce qui n'était pas vilain, n'était pas joli pour un chef d'État. Et donc, dans tout pays, il y a des patriotes, il y a des gens qui nous connaissons un peu le système maintenant, il y a dans tous les pays du monde, il y a des patriotes, mais malheureusement, on nous a pris en otage depuis un bon moment et on a travaillé de telle sorte que ceux qui sont moins intelligents, qui sont utilisables, qui se laissent prendre parce que souvent les gens se laissent prendre par un certain nombre de pièges et après on les utilise comme des objets, on les impose les conditions, les actes qu'ils doivent poser et ils ne peuvent plus se retirer. Et donc c'est ce qu'on fait, on prend les gens en otage et puis on les positionne à la tête de nos États et puis on les utilise pour exploiter nos ressources, pour nous maintenir dans, comme on a sous leur domination. Et donc, lorsqu'on a une population, lorsqu'on a un peuple qui montre qu'il a compris, qui montre qu'il a compris, et donc, de plus en plus, ceux qui se mobilisent, parce que tout le monde ne va pas se mobiliser à la fois, mais de plus en plus, ceux qui se mobilisent vont avoir de l'adhésion. Et par moments, les gens ont adhéré, mais ils ne posent pas l'acte avec vous. C'est cette mobilisation de plusieurs années qui a fait que le Burkinabé qui suivait la communication de ceux qui sont mobilisés, qui se dénoncent à longueur de journée, qui ont compris cela, mais qui ne passaient pas à l'acte,
Le jour que le camarade capitaine Ibrahim Traoré a dit que Damiba se serait refusé au camp de Kamboinsi, qui est un camp qui était à la rentrée de Ouagadougou, et donc, et que la population, nous qui étions déjà, comme on appelle, toujours mobilisés pour dénoncer, quand nous avons appelé à la mobilisation, les gens ont répondu. Chutez, la technique nous signale que le temps nous est déjà imparti, s'il vous plaît, chutez. Ok, merci. Donc, pour dire que la mobilisation est très nécessaire pour qu'on puisse soutenir les dirigeants patriotes qui vont vouloir vraiment défendre nos intérêts. Merci. Professeur Gabila, un mot rapidement, un dernier mot pour sortir de cette réflexion. Appel à la vigilance. L'Afrique a toujours été exploitée parce que nous nous laissons faire. Ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Il faut que nous ayons une nouvelle génération de gens qui seront conscients du fonctionnement du monde et on puisse avoir des gens qui seront capables d'établir des liens et des partenariats stratégiques qui vont servir l'intérêt des Africains. Et c'est ça qui est le plus important. Et si les Africains prennent soin de leur population et si les dirigeants africains développent cette cœur pour prendre la responsabilité sur leur population, l'exploitation serait de moins en moins efficace. Donc, appel à la vigilance, appel aux consciences de bien tisser des partenariats stratégiques qui vont bénéficier les Africains venant de l'exploitation de nos ressources, de nos richesses naturelles. C'est ça qui est pour moi le plus important. Gabila, pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales et professeur agrégé à l'école d'économie de l'université de Pretoria, c'est en Afrique du Sud. Merci d'être venu. Merci également à Boukari Ouedraogo. Vous êtes analyste politique et membre de la société civile burkinabé. Merci à vous, cher monsieur. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette réflexion de bout en bout. À la semaine prochaine et portez-vous bien. Bonsoir. Bonsoir.